Lundi 12 septembre, Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. À la une de l'actualité de ce lundi, Vinci remporte la concession de 40 ans de l'aéroport de Tahiti AA, une concession qui est une première pour l'entreprise dans une collectivité d'outre-mer. Les candidats évincés, dont la CCISM, grincent des dents et tentent un nouveau recours. Les communes pourraient-elles être dotées de nouvelles compétences? Un vœu réalisable pour certains magistrats à condition d'en définir les contours. Les communes qui ont déjà souffert de la crise sanitaire en assumant les règles qu'elle a imposées. Elles ont malgré tout une bonne assise financière. Les détails dans quelques instants avec Cybèle Plichard. Le rendez-vous culturel des Tuamotu est lancé. Après 2 éditions annulées, la 10e se tient enfin avec les artistes venus des 4 coins de l'archipel pour vivre des moments privilégiés, rythmés par des festivités traditionnelles. Nous serons en direct depuis Rangiroa avec Jacques Damour. Les randos nettoyeurs à l'œuvre sur le 3e sommet de Tahiti, le mont Aurei. Pas de ramassage de déchets cette fois, mais un abattage des arbres et un débroussaillage des allées. Le but, faire du mont une petite pépinière d'arbres fruitiers. Alors qu'il voulait avoir son mot à dire sur l'attribution du marché, Édouard Fritsch n'a pas été entendu à Paris. L'État a choisi de confier l'aéroport de Tahiti AA à un leader mondial de la gestion des aéroports. Un marché juteux car les 4 aéroports gérés par ADT ont accueilli plus d'1 million de passagers l'an dernier. Un recours pourrait toutefois rebattre les cartes. Les explications de Rohan Potoro et Mirko Vanfou. C'est vers la fin du premier semestre 2023 que la société Vinci Airport devrait normalement reprendre les commandes de l'aéroport de Tahiti AA. Sauf que la CCISM, candidate à la succession de l'ancien exploitant Aegis, conteste l'attribution de ce marché à cet opérateur. Un recours sera déposé cette semaine au tribunal administratif de Papeete pour vice de forme. C'est un dossier assez complexe et comme vous le demandez, la Chambre avec ses partenaires, si on a pu être retenu, c'est qu'elle a prouvé que notre groupement avait des financements et avait la capacité de les dérouler tout au long de ces 40 années. Avec déjà 52 exploitations aéroportuaires à travers le monde, la société Vinci compte bien apporter toute son expérience pour redynamiser l'aéroport de Tahiti AA. Reste juste à définir les projets à venir avec le pays, détenteur de 49% des parts. Et le plus important, surtout pour nous, c'est de découvrir le projet de Vinci. C'est un peu la situation cocasse que l'on connaît. Bien sûr que nous tiendront compte du fait que les engagements qui ont été pris par le passé au regard des personnels, et y compris des acquis du personnel, soient protégés. Pas de doute, l'aéroport de Tahiti AA est un marché juteux pour les sociétés d'exploitation. En effet, ce ne sont pas moins de 1,5 million de passagers en 2019 qui ont transité chez nous. Autant dire que la bagarre judiciaire engagée entre Vinci Airport et la CCISM risque de s'éterniser pour une longue période encore. Une bataille qui avait, rappelons-le, démarré en 2017. Et c'est une première qui fait plaisir aux opposants. L'autorité polynésienne de la concurrence interdit purement et simplement l'implantation d'un nouveau carrefour à Moorea. La société commerciale entendait implanter une nouvelle surface dans la commune de Marepa, un projet qui nuirait à la concurrence. L'APC met également en évidence le risque de discrimination à l'égard des autres enseignes qui s'approvisionnent auprès du groupe VAN. Après avoir fait face à la crise en assumant des compétences qui n'étaient pas les leurs, les communes pourraient voir leur pouvoir évoluer. Une demande déjà faite en 2016 par les maires, mais 6 ans plus tard, des inquiétudes planent. Il faut mesurer le poids financier, même si les communes sont prêtes. Encore faut-il avoir les ressources, a confié dubitatif le maire de Mahina. Le sujet fera débat au 31e congrès des maires. Ismaël Tahiata et Patrick Sing-Sing. Il n'a pas attendu les réunions de travail pour en parler. Le coût de la vie est trop élevé. Ce sont les retours qu'a Anthony Giros de ses administrés. Les familles n'en peuvent plus. Il propose donc aux maires, au pays et à l'État de tout revoir à la baisse. Au niveau des communes, d'essayer peut-être de revoir le coût de leurs prestations de services, cantines par exemple,
ou bien le coût des redevances, eau, ordures, etc. Et au niveau du pays, j'ai proposé de revoir la voilure des prélèvements obligatoires, autant celles qui touchent la fiscalité que celles qui touchent les prélèvements sociaux. Au niveau de l'État, je leur ai proposé, à la faveur du prêt de solidarité garanti par l'État qu'ils ont octroyé aux entreprises de Polynésie, de transformer le remboursement de ce prêt en effacement partiel ou total de la dette. Anthony Géros sera-t-il suivi par l'ensemble? En tout cas, cette proposition mérite réflexion. Autre sujet de réflexion, l'octroi de nouvelles compétences aux communes, pour celles surtout qui sont éloignées de Tahiti. Ces compétences font l'objet de 2 projets de loi à l'Assemblée de Polynésie. Ce qui est demandé aujourd'hui par les membres, par les maires, c'est de pouvoir exercer certaines compétences qui rentrent dans la vie sociale des communes. Je pense par exemple à ce que je suis en train de faire aujourd'hui à Pirin, les Jeux de Parinouï, où je m'occupe de ma jeunesse. Donc c'est normal que les maires puissent le faire, mais la jeunesse n'est pas la compétence des communes. Et la jeunesse, le social, et pour certains développements économiques. Donc nous sommes en train de regarder dans quelle mesure nous pouvons partager ces compétences avec les communes. Qui dit nouvelles compétences dit nouvelles responsabilités et dit forcément nouvelles charges, des coûts qui seront supportés par le budget des communes. À elles maintenant de voir quelles compétences accepter. Là aussi, il faut mieux mesurer. Est-ce que les communes aujourd'hui sont prêtes à prendre ces compétences, même s'il y a un accompagnement financier qui suit. Mais encore faut-il avoir les moyens, la ressource humaine pour accompagner cette nouvelle compétence dont l'État et les communes pourraient se doter. Là, c'est comme je disais, c'est une solution à la carte qui pourrait être apportée en matière de proximité avec les populations. Demain matin, dès 8h, première réunion de travail. Le thème, connaître les spécificités des communes de Polynésie et s'appuyer sur le cadre juridique pour apporter un plus à l'action communale. Parmi les thématiques abordées aussi, le budget, bien sûr. L'Agence française de développement vient de sortir un rapport sur l'exercice 2014-2020. Selon l'Observatoire des communes, les finances communales se portent plutôt bien malgré la crise. Bonsoir Cybèle. On avait jusqu'à présent l'habitude de connaître des budgets communaux sous tension. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, les finances communales s'améliorent, vous l'avez dit. Un chiffre est significatif, le volume total des investissements communaux, il a augmenté de 33% entre les 2 dernières mandatures. Depuis 2016, les investissements sont en croissance constante malgré la crise sanitaire. Les communes ont quasiment doublé leurs investissements, 12,3 milliards en 2020 contre 6,3 milliards en 2014. Et qu'est-ce qui a favorisé ces bons chiffres? Alors, ce qui a joué, c'est la stabilité politique et la croissance économique. Contrairement à la métropole, nos communes n'ont pas de fiscalité propre ou très peu. Leurs finances dépendent donc fortement de la bonne santé du pays. Lorsque le pays va bien, eh bien le fonds intercommunal de péréquation aussi, le fameux FIP, c'est lui qui alimente en grande partie les caisses des communes, en plus des transferts de l'État. Entre 2014 et 2020, plus de 4,9 milliards de francs supplémentaires ont été perçus par nos communes. Les dotations et les participations constituent la première source de financement, en l'occurrence 63% des recettes de fonctionnement. Et vous l'avez dit, les communes n'ont pas de ressources propres. Alors si, mais ces ressources propres ne représentent qu'une partie des financements. Alors, on le voit bien sur ce graphique, je vais vous parler des dotations et participations. Ici, en bleu foncé, c'est elles qui sont les plus importantes. Et ensuite, le reste des recettes vient des impôts et taxes et des redevances. Par exemple, les redevances, elles augmentent 4% par an depuis quelques années, donc c'est plutôt bon pour les communes. Les redevances, vous le savez, on en a parlé dans le reportage tout à l'heure, c'est ce que perçoivent les communes lorsque vous allez payer vos déchets, par exemple, ou l'eau, effectivement. Ces recettes, donc, je vous l'ai dit, augmentent tous les ans de 4% depuis 2014. Quant aux impôts et taxes, ce sont les centimes additionnels
additionnel obtenu grâce à l'impôt foncier des propriétés bâties, grâce aux licences également ou les patentes. Alors je disais que la crise sanitaire n'avait pas eu de conséquences sur le budget des communes, mais la taxe de séjour a tout de même souffert de cette crise Covid. On le voit ici sur le graphique, on le voit bien, cette chute en 2020 avec une baisse de plus de 2/3, mais globalement c'est une ressource qui augmente de 6% par an. Alors, le Code général des collectivités territoriales impose aux mairies de gérer les déchets, l'assainissement et les eaux usées. Où en est-on? Alors, l'échéance a été repoussée, vous le savez, à décembre 2024. Et les communes doivent participer en partie au financement. Mais l'État est là avec le contrat de développement et de transformation 2021-2023. Parmi les projets validés, pour terminer, je vous donne quelques exemples. La création d'une déchetterie à Wahuka, la fourniture et la pose de compteurs à autorelève à Fa'a ou encore le lancement des études pour la première tranche de travaux d'assainissement à Papeete, Pire et Uarwe. Merci beaucoup Cybèle Plichard pour toutes ces explications. Autre défi que devront relever les maires, la transition énergétique. Pour rappel, 7 milliards de francs pacifiques qui sont dédiés via le Fonds de soutien aux énergies renouvelables dont l'action pourra être déployée avec l'aide des communes. La question du statut s'est invitée à la fête de l'humanité dans l'Hexagone. Cet événement à la fois politique et multiculturel est traditionnellement le rassemblement de militants et de sympathisants de l'ensemble des partis de gauche et d'extrême gauche en France. À l'occasion d'un débat, des parlementaires ultramarins ont défendu, argument à l'appui, l'idée d'acter le principe de l'autodétermination des territoires. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer la première. Un ciel gris, des sentiers boueux au milieu de stands et de scènes musicales. La fête de l'UMA s'est installée cette année à Bretigny sans rien perdre de son âme. Les débats sont toujours aussi vifs et passionnés, à l'image de celui consacré aux Outre-mer, avec des élus venus défendre les spécificités de leur territoire. Des territoires où l'État est trop souvent jugé parti. Les lois souffrent d'une grande déconnexion entre ce qui est pensé et la réalité. Et pour coller à la réalité, pour que ce ne soit pas des lois hors sol, mais il n'y a pas 36 solutions. Il faut entendre la population. Et elle ne demande que cela. Ne pas vivre à la même pulsation que la métropole, le député indépendantiste polynésien Moetai Brotherson a fait de l'autodétermination un marqueur de sa présidence de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Il faut revisiter cette relation à l'État qui ne peut pas demeurer telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une relation de subordination plus récente. Cette volonté de se départir davantage de l'État et de permettre au peuple des territoires de décider de leur avenir a incontestablement trouvé son public à la fête de l'UMA. Sur les bancs de l'Assemblée et du Sénat, la partie s'annonce plus compliquée. Retour au pays et escale aux Marquises où les jeunes de Hiva'awa ont été sensibilisés à la sécurité routière, porter sa ceinture, respecter les autres usagers, les limitations de vitesse et le code de la route. Voici les principales règles que les élèves du CJA et les stagiaires du RSMA ont approfondies grâce à la Gendarmerie nationale. Elle a mené une mission de 3 jours pour faire prendre conscience des dangers de la route, notamment via l'utilisation des vélos électriques, de la prévention pour réduire le nombre d'accidents. Je rappelle que 21 personnes sont décédées cette année, 30 l'an dernier. 2 ans que les habitants n'avaient pas pu célébrer leur tradition. La situation sanitaire permet enfin l'organisation de la 10e édition du Wharerei Hanga à Rangiroa. 6 jours pour promouvoir les festivités traditionnelles telles que le chant, la danse, le va'a, le décortiquage de coco ou encore le tressage de ni'au. Sans plus attendre, nous rejoignons sur place Jacques Damour où le temps joue visiblement les troubles faits. Jacques, bonsoir. Puisque nous n'avons pas le plaisir de vous voir sur nos écrans ce soir, dites-nous si la cérémonie d'ouverture a bien eu lieu. Oui, Kuraura, Ayata, ainsi qu'à tous les téléspectateurs de la première. Eh bien, écoutez, la météo nous a causé des frayeurs cet après-midi, puisque il y a beaucoup plu ce matin sur Rangiroa. Le ciel était très chargé et très gris, et le comité organisateur a même imaginé quelques instants d'annuler cette cérémonie d'ouverture de ce 10e anniversaire. Finalement, le dieu du vent a été avec nous, puisque les nuages ont été repoussés. Bon, il fait gris, mais il n'a pas plu. Alors, la cérémonie a démarré avec un peu plus d'1 heure de retard, puisque
il a fallu attendre le président du pays, Edouard Fritsch, ainsi que le ministre de l'équipement, René Temearo, qui sont arrivés par le dernier vol. Et aussitôt, la cérémonie a donc débuté. Alors, je vous le disais, c'est un anniversaire important. Ça fait 10 ans que ce Fararayanga existe ici à Rangiroa. Il y a eu cette coupure, vous l'avez dit, du Covid pendant 2 ans. Et ils ont absolument tenu, maintenant que les barrières sont entre guillemets levées, à donc fêter cette année. Donc la soirée se déroule actuellement avec quelques groupes de danse qui évoluent donc sur cette piste de sable blanc qui rappelle que nous sommes au Tuamotu. L'occasion de vous dire également que seules 2 délégations participent cette année, Mani et Takaroa, et puis une petite pensée pour eux, parce qu'ils ont dû faire jusqu'à 5 à 6 heures de navigation avec des conditions de mer extrêmement difficiles. Et pour conclure, le président du comité de tourisme, Philippe Cabral, a bien insisté, cette manifestation n'est pas un mini Eiva des Tuamotu, loin de là. Ici, il est question de culture, bien évidemment, d'échange, de toit au sport, et puis les gens peuvent dîner en regardant un spectacle. Nous sommes allés ce matin au préparatif avec Ignacio Raveino et je vous propose de vivre avec nous ce qui s'est passé ici ce matin sur le site. Ce sont les derniers coups de marteau avant la cérémonie d'ouverture du Fararayanga. Présent depuis le début, Reia fait office de maître d'œuvre aujourd'hui. Il reste à mettre la limite de la scène et regarder ce qui est cassé, il faut réparer encore. Pour accélérer ces derniers préparatifs, le travail a été réparti. Cette ficelle servira de guide pour la délimitation de la scène. Celle-ci se pare de bleu et de nacre, des tons qui prédominent au Tuamotu, et ici autant qu'ailleurs, la précision est de rigueur. On est obligé de suivre le niveau. On ne peut pas travailler à vue de nez pour que la scène soit belle. C'est donc la 10e édition organisée par Philippe Cabral via le comité du tourisme de Rangiroa. On reste sur notre format habituel de soirées divertissantes, avec en début de soirée des gens qui peuvent venir s'exprimer pour le chant, le ukulélé, la guitare. Et ensuite, il y a des tuaro maori tous les soirs, il y a une activité différente. Et après, un show de danse. Donc, c'est formaté de cette manière-là, la soirée. Après, parfois, il y a des activités qu'on peut faire qu'en journée, comme par exemple le patiafa, le va. Donc, les journées sont occupées avec ça. Seul bémol pour l'instant, c'est la météo. De grosses averses sont attendues d'ici demain à Rangiroa. Celles-ci pourraient mettre à mal le bon déroulement du Fararayanga. Et enfin, petite escapade sur le mont Aurei pour clore cette édition. Le collectif Poiherete Natura œuvre pour entretenir le sentier de randonnée menant au sommet, sur lequel se cache une petite nurserie d'arbres fruitiers. Mise en place il y a 3 ans, elle pourrait permettre de conserver des espèces qui peut-être seront en voie de disparition. Ignacio Raveino et Mirko Vanfo étaient avec eux. Une organisation quasi militaire pour des bénévoles venus sur leur temps libre, par et avec leurs propres moyens, avec dans leur ligne de mire une vision presque philosophique de l'écologie. C'est pour nos générations futures, nos enfants, tout ça, qu'on viendront dans nos vallées. Elles sont luxuriantes, avec plein d'arbres fruitiers, comme ça manque un peu dans cette vallée sur le chemin de l'Aurei, quoi. À la tête du collectif Poiherete Natura, traduisez Chérissez la nature, Stéphane Lebon, il se dit fier d'apporter sa contribution. Je pense et j'espère pour surtout les enfants de demain. Parce que demain, on est en train d'apprendre le monde virtuel. Et comme je disais à un copain il n'y a pas longtemps, sa fille, quand il lui aura demandé où c'est le manguier, va prendre son iPad, va dire « Papa, voilà le manguier », sans sortir de la cour. Donc du coup, on essaye de planter. Pour demain, pour les enfants de demain. C'est une bonne récompense, un collectif. Voilà. On n'a pas d'association, on n'a rien, on aime la nature et on le fait depuis je ne sais pas combien d'années, on va dire. Je ne compte plus. Ils sont là à chaque fois. Ils sont là à chaque fois avec leur propre matos, leur propre essence. Voilà, mais avec la bonne volonté, la bonne humeur, comme vous voyez. Derrière, on n'a pas demandé, ils ont commencé à faire.
À terme, les arbres fruitiers et autres plantes de cette nurserie iront garnir les bords du sentier qui mène vers le mont Aorai, le 3e sommet de Tahiti. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale de ce lundi soir, les communes pourraient être dotées de nouvelles compétences. Plus qu'une suggestion faite par le président du pays à l'ouverture du 31e congrès des maires, c'était un vœu des magistrats émis en 2016 et ce sera peut-être bientôt une réalité puisque 2 propositions de loi de pays seront soumises aux élus de Tarahaï. Demain, votre émission L'Invité Café accueillera Liliane Valois, la directrice de la protection judiciaire, évoquera avec Ibrahim Abedazi les missions de la justice de proximité de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et à la une de Tahiti Info, demain, le 31e congrès des maires avec ce titre « Les maires au cœur de l'attention ». Plongé dans le quotidien sous pression de policiers, d'ambulanciers et de pompiers dans la série 911 avant de découvrir de nouveaux épisodes de l'île aux 30 cercueils. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à demain pour de nouvelles informations. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.